Les Massive Online Open Courses, les MOOC, actualité et futur. Philippe Silberzan, bonjour. Bonjour. Professeur à EM Lyon et créateur d'un MOOC, Effectuation l'entrepreneuriat pour tous. C'est ça, hein? C'est exact. Premier MOOC octobre 2013, il y en a eu 3. Vous vous apprêtez à lancer le 4e. Ouais. 10 000 inscrits au premier MOOC, Voilà. à peu près. Ouais. Qu'est-ce que c'est les MOOC? Faites-nous part, témoigner un peu de votre expérience du MOOC, de ses apports, des questions que ça pose. Voilà, on en est où? Alors, on en est où? Alors, d'abord, c'était une expérience d'apprentissage, puisque je l'ai découvert. Donc, les MOOC, c'est quoi? C'est d'abord une formidable expérience collective, à la fois pour l'équipe qui l'a fait, mais surtout, bien sûr, avec les apprenants. C'est quelque chose de très social, hein. On est loin de l'image de l'enseignement juste par vidéo déshumanisé, c'est tout le contraire, hein. Il y a beaucoup de participation, beaucoup d'échanges, beaucoup d'amitiés qui se sont nouées sur les forums. Donc pour moi, c'est avant tout une aventure collective, quelque chose que j'ai découvert, hein. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais les MOOC, c'est aussi quelque chose évidemment qui interroge les pédagogues, hein, qui interroge les institutions d'enseignement. Il y a eu un très fort engouement en 2012, puisque ça a vraiment commencé en 2011-2012. C'est d'ailleurs comme ça que je m'y suis intéressé. On est peut-être là dans une phase, la fameuse courbe de hype, hein, un enthousiasme exagéré au début et peut-être un pessimisme exagéré actuellement, où on se dit, bon, bah, finalement, et on voit ça et là des articles qui évoquent le fait que les MOOC, c'est un peu passé, que finalement, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Et ça, je pense que ça n'est pas exact. Alors, dans ce pessimisme, il y a l'idée quand même qu'au fond, il y en a beaucoup qui démarrent, puis après, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent au bout. Exact, Ce n'était pas votre cas. Alors, ce n'était pas notre cas. Sur le MOOC Effectuation, on a eu des taux de complétion, comme on dit, donc de gens qui sont allés au bout et qui ont eu l'attestation de l'ordre de 20 à 25%, hein, ce qui est très élevé. Alors, il y a des raisons à ça. Peut-être le thème est mobilisateur. On a des gens qui étaient très moteurs dans leur démarche d'enseignement. Mais ça s'est reproduit avec d'autres MOOC que j'ai fait, notamment l'un sur le design thinking. Après, la critique qui consiste à dire que pour beaucoup de MOOC, parce que la plupart du temps, ce sont des taux de complétion plus de l'ordre de 5%, on va dire, hein, il y a des exceptions, heureusement, c'est que le MOOC est une forme différente d'enseignement. Donc, dans l'enseignement traditionnel, évidemment, si vous n'allez pas au bout, comme c'est conçu pour que vous alliez au bout, c'est conçu pour vous amener au bout, si vous n'allez pas au bout, c'est un échec. Le MOOC, lui, est beaucoup plus un enseignement à la carte. Et donc, on a des gens qui, même en ayant suivi 1 ou 2 sessions, nous ont dit que ça leur avait apporté beaucoup et que comme ils étaient beaucoup plus en contrôle de leur démarche d'enseignement, ils étaient parfaitement satisfaits. Ils regrettaient peut-être de ne pas avoir pu aller jusqu'au bout, mais ce qu'ils avaient fait leur suffisait. Et donc, on ne peut pas juger un nouveau mode d'enseignement avec les critères de l'ancien mode d'enseignement ou plutôt d'un autre mode d'enseignement. Il faut réinventer des critères d'évaluation de performance des MOOC. Bien sûr. Alors on imagine que si les MOOC sont interrogés, voire parfois critiqués, c'est aussi parce que ça coûte cher. Voilà, ça coûte des ressources humaines, il faut mettre des moyens pour développer des MOOC. Et ça ne doit pas être toujours simple pour les institutions. Alors en fait, on peut faire des MOOC avec peu de moyens. Donc il y a des institutions qui font des MOOC que moi j'appelle hollywoodiens, hein. On va dépenser 150 voire 200 000 euros pour faire des MOOC avec des caméras télescopiques, des équipes complètes. C'est très rare, je pense que ça n'a aucun intérêt parce que les gens ne suivent pas un MOOC pour avoir des effets vidéo extrêmement sophistiqués. Un MOOC aujourd'hui peut être fait avec une quinzaine de milliers d'euros. Alors évidemment, il y a le temps des intervenants qu'il faut peut-être compter également. On est sur des budgets qui vont aller de 15 à 50 000 euros. Ce ne sont pas des sommes très importantes. On peut faire des MOOC avec moins d'argent. Et donc, comme on l'a vu pour le cinéma ou pour la musique, on a en ce moment en fait une émergence d'une série d'acteurs qui font des MOOC avec presque rien. Sur des niches qui pourront avoir de l'impact. Et donc, cette idée que des MOOC nécessitent forcément de très gros budgets, à mon avis, est fausse. Il y en a, mais la majorité peuvent être faits avec des très petits budgets. D'accord. Le MOOC, c'est le signe d'une recomposition au niveau de l'industrie, de l'enseignement supérieur. Il y a des nouveaux entrants, des nouveaux acteurs. Voilà, on pense aux plateformes, par exemple, hein, qui sont évidemment motrices, à la fois dans le développement du MOOC et dans même la possibilité de le... Voilà. Où on en est ?
Alors moi, c'est l'idée que je défends, c'est qu'effectivement, et ça c'est le cas dans toute innovation de rupture, on a un premier temps dans lequel les institutions existantes essayent de coopter l'innovation pour en quelque sorte améliorer leur offre actuelle. Donc c'est ce qu'on a en ce moment avec tout ce qui est autour du blended learning, donc l'enseignement un peu hybride dans lequel on aura une salle de classe mais des vidéos, donc on va demander aux étudiants de regarder une vidéo et puis la salle de classe va être utilisée pour discuter à partir de cette vidéo. Donc on a une cooptation dans un premier temps par les institutions en place de la nouvelle technologie. Mais ce qu'on sait, c'est que ça réussit rarement, ce n'est pas sans intérêt, mais le véritable aspect disruptif, très souvent, est exploité par des nouveaux entrants que vous évoquiez. Alors ça peut être des plateformes, alors il y a évidemment Coursera qui est la plus connue, mais il y en a d'autres, et ces acteurs, eux, recréent des modèles d'affaires autour de cette disruption, et donc inventent en quelque sorte de nouvelles manières d'enseigner et de gagner de l'argent autour de cet enseignement. On a également d'autres acteurs qui émergent à mon sens, au-delà des plateformes, qui vont pouvoir être par exemple des studios MOOC, donc on a des gens qui vont créer, comme on l'a pour des sociétés de production télévisuelle ou des studios de cinéma, des entités qui vont créer des portefeuilles de MOOC avec éventuellement des stars ou au contraire des anonymes. Un spécialiste des oiseaux de l'Ardèche va pouvoir faire un tout petit MOOC sur ce domaine de spécialité qu'il maîtrise parfaitement avec un tout petit budget et qui pourra avoir une véritable audience. Donc effectivement, on a une recomposition qui, je pense, vient de commencer. Comme toujours, les recompositions mettent beaucoup de temps, mais elles produisent des effets extrêmement profonds. Donc c'est un domaine qui est fascinant à observer. On dit souvent dans les médias « content is king ». Ça veut dire que le MOOC, c'est aussi le retour du contenu et de la pertinence du contenu, la pertinence du prof. Alors voilà, il y a ça. Et historiquement, l'école existe en tant que lieu physique parce qu'on a besoin d'un lieu physique pour que se rencontrent un certain nombre d'étudiants et un enseignant qui va délivrer son enseignement. Dès lors que l'enseignement devient basé sur des vidéos en direct ou en différé, on peut en discuter, le lieu physique n'est plus nécessaire. Et donc, on peut se poser la question de la pertinence même d'une institution basée sur un lieu physique. L'amphithéâtre, la salle d'atelier, etc. Et donc, effectivement, ça ouvre des questions sur cette recomposition de l'industrie, des questions assez profondes que doivent se poser aujourd'hui les institutions d'enseignement, des nouveaux entrants qui vont être basés sur des modèles où le lieu physique n'a plus d'importance. Mais il n'y aura pas un seul modèle, je crois que c'est très important de le souligner. Comme très souvent, le cinéma n'a pas tué la salle de cinéma. Quand on a eu la cassette et puis aujourd'hui le DVD, on a toujours des cinémas, des lieux physiques dans lesquels les gens se rendent. Donc on va avoir, à mon sens, une multiplicité de modèles, mais par contre, on quitte le modèle unique de la salle de classe vers des modèles différenciés, en fait. Un futur qui ne sera pas la reproduction du passé, non, et qui est ouvert dans ses possibilités. Absolument. C'est une belle conclusion. Merci Philippe Silverzan. Merci beaucoup.